Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des troubles psychotiques, l'item 63, troubles délirants persistants. Grand 1, introduction. Grand 2, contexte épidémiologique. Grand 3, sémiologie psychiatrique. Grand 4, le trouble délirant persistant. Grand 5, la prise en charge psychiatrique. Objectif pédagogique, diagnostiquer un trouble délirant persistant, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi à tous les stades de la maladie. Les points clés. Les troubles délirants persistants débutent le plus souvent entre 40 et 50 ans. Ils sont définis par la présence d'idées délirantes évoluant depuis au moins un mois sans désorganisation ni symptômes négatifs. Les hallucinations peuvent être présentes, mais ne sont pas au premier plan. Le diagnostic ne peut être posé qu'après avoir éliminé une cause toxique ou liée à une pathologie non psychiatrique. On distingue différentes formes cliniques en fonction du thème des idées délirantes. Troubles délirants de type érotomaniaque, mégalomaniaque, délire de jalousie, de persécution, de type somatique. Le traitement repose sur l'hospitalisation selon le contexte. Entre parenthèses, en privilégiant une SPDRE en cas de soins sans consentement. Un traitement antipsychotique avec possibilité d'adjonction d'un antidépresseur en cas de comorbidité dépressive ou anxieuse associée, et une psychothérapie individuelle. Point 1. Introduction. La plupart des troubles psychotiques ont été décrits en Europe au début du XXe siècle. Les troubles délirants chroniques non schizophréniques comprenaient alors classiquement la psychose paranoïaque, la psychose hallucinatoire chronique, la paraphrénie et les psychoses passionnelles. Aujourd'hui, les classifications internationales, DSM-5 et CIM-10, regroupent les différentes formes de troubles délirants chroniques non schizophréniques sous le diagnostic troubles délirants et considèrent différents sous-types en fonction du thème des idées délirantes. Thème érotomaniaque, mégalomaniaque, de jalousie, de persécution et de type somatique. Point 2. Le contexte épidémiologique. La prévalence vie entière des troubles délirants persistants est estimée à 0,2% et l'incidence annuelle entre 1 et 3 pour 100 000. Le sexe ratio est proche de 1, même si l'on retrouve une prédominance masculine pour le sous-type de jalousie. L'entrée dans la pathologie se fait à l'âge adulte, le plus souvent entre 40 et 50 ans, et le sous-type le plus fréquent est le sous-type de persécution. Les facteurs de risques associés aux troubles délirants persistants sont l'âge avancé, l'isolement ou les déficits sensoriels, des antécédents familiaux de troubles délirants, les troubles de personnalité, l'immigration et l'isolement social. Point 3. Sémiologie psychiatrique. 3.1. Rappel sur les idées délirantes. Une idée délirante correspond à une altération du contenu de la pensée, entraînant une perte du contact avec la réalité. Les idées délirantes sont fréquemment l'objet d'une conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la constatation par les faits. Il s'agit d'une évidence interne qui peut paraître plausible, mais qui n'est généralement pas partagée par le groupe socioculturel du sujet. 3.2. Caractérisation des idées délirantes dans le trouble délirant persistant. Alors au niveau du thème, les thèmes sont les plus fréquemment retrouvés dans l'érotomanie, la grandeur ou mégalomanie, la jalousie, la persécution et les thématiques somatiques. Au niveau du mécanisme, les mécanismes rencontrés sont principalement interprétatifs, l'intuitif et imaginatif. Le mécanisme hallucinatoire n'est en général pas prédominant. La systématisation. Les idées délirantes sont bien systématisées, c'est-à-dire qu'elles se déroulent de façon logique et cohérente. De plus, elles comportent généralement un thème unique. L'adhésion.
Le sujet adhère totalement à ces idées délirantes. Et enfin, sur le retentissement émotionnel et comportemental, le retentissement émotionnel et comportemental doit être évalué systématiquement. 2 points. Le niveau d'anxiété, souvent majeur, le risque suicidaire et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Histoire de la psychiatrie. L'école psychiatrique française reconnaît 3 types de troubles délirants persistants non schizophréniques, différenciés selon leur mécanisme principal. Les psychoses paranoïaques, mécanisme interprétatif et intuitif, la psychose hallucinatoire chronique, mécanisme hallucinatoire, et les paraphrénies, mécanisme imaginatif. Ainsi, Sérieux et Capgras présentent en 1909 le délire chronique d'interprétation ou folie résonante. En 1921, Gaëtan de Clérambault isole de ces délires d'interprétation les psychoses passionnelles, en décrivant l'érotomanie et le délire de jalousie. En 1911, Gilbert Ballet individualise la psychose hallucinatoire chronique. Les délires d'imagination ou paraphrénie sont décrits en 1913 par Dupré et Logre. Ces différents types de troubles délirants, décrits par les psychiatres français au début du XXe siècle, apparaissent donc sous une autre terminologie dans cet item. La psychose hallucinatoire chronique n'ayant pas de reconnaissance nosographique dans les classifications internationales, elle sera évoquée dans le chapitre sur la schizophrénie. Les idées délirantes, lorsqu'elles sont systématisées, ont été décrites comme s'organisant en secteurs. Donc les idées délirantes, lorsqu'elles sont systématisées, ont été décrites comme s'organisant en secteurs, c'est-à-dire que les idées délirantes n'envahissent qu'un champ de la vie du sujet en réseau, c'est-à-dire que les idées délirantes envahissent plusieurs champs de la vie du sujet. Point 4. Le trouble délirant persistant. 4.1 Diagnostic positif. 4.1.1 Pour poser le diagnostic de trouble délirant persistant. Le diagnostic sera posé devant la présence d'idées délirantes évoluant depuis plus d'un mois. Ces idées délirantes n'apparaissent pas comme bizarres, c'est-à-dire que le contenu des idées délirantes apparaît relativement plausible, même si la conviction délirante constitue une idée fixe et est inébranlable. Pour poser le diagnostic, il ne doit pas exister de syndrome de désorganisation ou de syndrome négatif. Si des hallucinations sont présentes, elles ne sont pas au premier plan et sont en rapport avec le contenu des idées délirantes. De plus, les idées délirantes ne doivent pas être attribuables à une pathologie non psychiatrique ou à un trouble lié à l'usage d'une substance psychoactive. Du fait de l'absence de syndrome de désorganisation ou négatif, le trouble délirant persistant n'est généralement pas associé à une altération marquée du fonctionnement. 4.1.2 Les différentes formes cliniques. Les différentes formes ou sous-types de troubles délirants persistants sont définies en fonction du thème des idées délirantes. Le trouble délirant persistant de type érotomaniaque est caractérisé par des délires délirantes, par des idées délirantes. Donc le trouble délirant persistant de type érotomaniaque est caractérisé par des idées délirantes centrées sur la conviction erronée d'être aimé par un individu, le plus souvent d'un haut niveau social. Il découle d'un mécanisme intuitif au départ, puis interprétatif, et est plus fréquent chez les femmes. Dans sa description initiale, il évolue en 3 phases. D'abord une phase longue d'espoir, à laquelle succède une phase de dépit, puis de rancune, durant laquelle les sollicitations deviennent injures et menaces. Le risque de passage à l'acte est alors important et peut justifier une hospitalisation sans consentement. Le trouble délirant persistant de type mégalomaniaque est caractérisé par des idées délirantes centrées sur la conviction d'être doué d'un talent ou d'un pouvoir méconnu, ou d'avoir fait une découverte importante. Il peut ainsi porter sur le fait d'avoir des relations haut placées ou d'être soi-même une personnalité importante.
Le trouble délirant persistant de type de jalousie est caractérisé par des idées délirantes centrées sur la conviction que son partenaire est infidèle. Cette forme est plus fréquente chez les hommes et les idées délirantes sont fréquemment associées à un trouble lié à l'usage de l'alcool. Le trouble délirant persistant de type persécution, nommé délire paranoïaque dans la CIM-10, est caractérisé par des idées délirantes centrées sur la conviction d'être victime d'un complot, d'un espionnage, de tentatives d'empoisonnement ou d'être victime d'une conspiration visant à empêcher l'aboutissement des projets personnels de l'individu. Ce sous-type peut fréquemment être associé à des recours en justice ou aboutir à des passages à l'acte violent sur la personne désignée comme persécuteur. Alors je relis cette dernière phrase. Ce sous-type peut fréquemment être associé à des recours en justice ou aboutir à des passages à l'acte violent sur la personne désignée comme persécuteur. Le trouble délirant persistant de type somatique est caractérisé par des idées délirantes centrées sur les sensations ou les fonctions corporelles. Les plus fréquentes concernent la sensation d'émettre une odeur nauséabonde, d'être infesté par des insectes ou des parasites internes, syndrome d'Egbon, que certaines parties du corps sont difformes ou encore que certains organes ne fonctionnent pas. De plus, il peut exister des formes mixtes avec des associations de plusieurs thèmes sans qu'aucun ne soit prédominant, ou des formes indifférenciées si elles ne correspondent à aucun des sous-types décrits. 4.2 Diagnostic différentiel. 4.2.1 Pathologie non psychiatrique. Alors dans les pathologies non psychiatriques, on a les troubles neurodégénératifs. 4.2.2 Intoxication par une substance psychoactive. Alors le cannabis, traitement par L-Dopa ou d'autres agonistes dopaminergiques. Et ça s'arrête là pour l'intoxication par une substance psychoactive. Donc le cannabis et les traitements par L-Dopa ou d'autres agonistes dopaminergiques. 4.2.3 Les pathologies psychiatriques. Autres troubles psychotiques, schizophrénie, troubles schizoaffectifs, les troubles de l'humeur, manie délirante, mélancolie délirante, troubles de personnalité, notamment les troubles de personnalité paranoïaque, borderline et antisocial. Dans certains cas, les troubles obsessionnels compulsifs. Et ces diagnostics différentiels, donc autres troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles de personnalité et troubles obsessionnels compulsifs, ces diagnostics différentiels rendent nécessaire la réalisation d'un examen clinique complet et des examens complémentaires à réaliser systématiquement devant tout trouble psychotique. Hémogramme, ionogramme, glycémie, calcémie, TSH, bilan hépatique, ECG et imagerie cérébrale. Point 5. La prise en charge psychiatrique. 5.1. L'hospitalisation en psychiatrie. L'hospitalisation d'un patient souffrant d'idées délirantes de persécution pose de nombreux problèmes sur le plan thérapeutique, car elle accentue le sentiment de persécution et peut aggraver les comportements de revendication, c'est-à-dire la réclamation d'une réparation disproportionnée d'un préjudice délirant. En cas d'hospitalisation sans consentement, la modalité des soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État, SDRE, est le plus souvent indispensable, puisque le tiers qui serait à l'origine d'une SPDT, soins psychiatriques à la demande d'un tiers, pourrait être désigné comme persécuteur par la suite. Les indications d'hospitalisation sont le danger pour la sécurité des personnes et les troubles à l'ordre public. 5.2 Traitement pharmacologique. Le recours à un traitement antipsychotique est recommandé dans les troubles délirants persistants. Les mêmes précautions d'emploi que chez les patients souffrant de schizophrénie sont nécessaires.
Cependant, les traitements antipsychotiques sont souvent moins efficaces dans les troubles délirants persistants que dans le traitement des idées délirantes des patients schizophrènes. L'association à un traitement antidépresseur est parfois nécessaire pour traiter une comorbidité de type épisode dépressif caractérisé ou trouble anxieux. 5.3 Traitement non pharmacologique. La psychothérapie. Dans ce cadre, la thérapie individuelle semble plus efficace que la thérapie de groupe. Une psychothérapie de soutien ou cognitivo-comportementale doit systématiquement être proposée en association au traitement médicamenteux. En résumé, la prévalence vie entière du trouble délirant persistant est estimée à 0,2% et il apparaît le plus souvent entre 40 et 50 ans. Le diagnostic est posé devant des idées délirantes présentes depuis au moins un mois. Les idées délirantes diffèrent de celles de la schizophrénie essentiellement par sa systématisation et l'absence de désorganisation ou de symptômes négatifs. Les différentes formes de troubles délirants persistants sont identifiées à partir du thème des idées délirantes. Érotomaniaque, mégalomaniaque, de jalousie, de persécution ou encore de type somatique. Le traitement repose sur les antipsychotiques, la psychothérapie individuelle et peut s'appuyer sur les structures de soins hospitalières ou ambulatoires. Fin de la lecture de l'item 63, troubles délirants persistants, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.